Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Demain à la Une. Voici les titres de cette édition. Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine à Jérusalem. Le président français est invité à assister au 5e Forum mondial sur l'Holocauste. Il va rencontrer à cette occasion le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz. Il va aussi se rendre à Ramallah pour rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. C'est le moment des plaidoiries d'ouverture pour le procès d'Harvey Weinstein. L'ex-producteur d'Hollywood plaidera non coupable des 5 chefs d'accusation retenus contre lui. L'occasion pour nous de faire le point sur cette affaire, mais aussi sur le mouvement MeToo dans le monde et en France. Bienvenue à tous. Jeudi prochain, donc, le président Emmanuel Macron se rend à Jérusalem à l'occasion du 5e Forum mondial sur l'Holocauste. Un événement qui intervient alors que le pays est dans une certaine incertitude politique. Depuis les élections anticipées d'avril dernier, Benjamin Netanyahou et son rival Benny Gantz n'ont réussi à dégager la majorité nécessaire pour former un gouvernement. Résultat, de nouvelles législatives le 2 mars prochain. Alors pour débattre de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, tout d'abord ici dans les studios, notre éditorialiste à France 24, Gauthier Rybinski, bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Nous avons avec nous aussi en direct depuis Jérusalem notre correspondant Antoine Mariotti. Bonjour Antoine et merci d'être avec nous. Et je vais d'ailleurs commencer avec vous Antoine. Bonjour Aziza, bonjour Gauthier. Bonjour. Alors je commence tout d'abord avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce forum mondial et quel en est le programme aujourd'hui ? Eh bien, c'est un grand forum mondial, comme son nom l'indique, pour pouvoir perpétrer la mémoire de l'Holocauste, de la Shoah, de tous ceux qui sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment les Juifs. C'est aussi un forum qui permet de lutter contre l'antisémitisme, ou en tout cas d'aborder cette question et d'essayer de trouver des solutions à l'heure mondiale, parce que cela va réunir 46 délégations du monde entier, dont 39 chefs d'État et de gouvernement. Il y aura Emmanuel Macron, le président français, vous l'avez dit, mais il y aura également par exemple Vladimir Poutine pour la Russie, il y aura Mike Pence pour les États-Unis, donc un vice-président, le prince Charles pour le Royaume-Uni et de nombreux autres, et notamment d'ailleurs le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Alors 5 chefs d'État et de gouvernement étrangers vont prendre la parole lors d'une grande cérémonie qui aura lieu à Yad Vashem, qui est à la fois un mémorial et un musée de l'Holocauste à Jérusalem, ici où je me trouve. Et parmi ces ces chefs d'État qui vont parler, il y aura notamment l'allemand Frank-Walter Steinmeier et Emmanuel Macron. Alors après, Emmanuel Macron va également profiter de ce voyage pour avoir des rencontres plus politiques, une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, mais il n'y a pas de visite proprement politique dans le sens où il n'y aura ni conférence de presse, ni déclaration prévue. C'est un petit peu à minima. Alors il va par contre, vous l'avez dit, rencontrer Benjamin Netanyahou et, ça c'est une première, son rival Benny Gantz. Il avait dit, les Français nous avaient dit depuis plusieurs semaines, soit il rencontrera les deux, soit il ne rencontrera personne. Donc voilà, c'est essentiellement mémoriel. Alors Gauthier, justement, cet événement à Jérusalem est intitulé « Se souvenir de la Shoah, lutter contre l'antisémitisme ». Alors j'aimerais revenir là-dessus, sur cette résolution qui avait été proposée, ensuite votée. Elle a été proposée par les élus de La République En Marche pour un vote au sein de l'Assemblée nationale qui avait fait énormément de débats. D'ailleurs, il y a eu un collectif d'intellectuels juifs qui a dénoncé le texte. Le sujet est toujours un sujet inflammable en France, entre autres en France et en Europe, quand on parle d'antisémitisme et quand on parle d'antisionisme, puisque ce texte voté affirme que l'antisionisme est l'une des formes de l'antisémitisme. Oui, c'est toujours un sujet hautement à risque, et d'abord à cause de la terminologie. Donc on n'a pas tort de focaliser sur la terminologie. Ce qu'avaient dit ces 127 intellectuels juifs, c'est au fond tout simplement le fait de dire qu'il est possible, qu'il doit être possible non seulement de critiquer la politique d'Israël sans être automatiquement taxé d'antisémitisme, mais que surtout il y avait quantité d'antisionistes qui eux n'étaient pas antisémites. Et ils ont choisi des exemples. Il y a effectivement des antisionistes en Israël, Absolument. Il y a des juifs antisionistes, et pour ces intellectuels, le fait de les amalgamer était une insulte. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que amalgamer d'une certaine manière l'antisionisme à l'antisémitisme est quelque chose qui relève finalement presque d'une entrave à la liberté d'expression. Mais en même temps, on ne peut pas ignorer complètement, et c'est là que la difficulté pour un législateur est compliquée. Parce que si vous avez d'un côté un certain nombre d'antisionistes, on va dire parfaitement respectables, dans le cas français, il est majoritairement évident que la plupart de ceux qui avancent avec des arguments
prétendument antisionistes partent d'un fond antisémite. Et c'est le cas, évidemment, de tout ce qu'on connaît, de tout ce renouveau, on va dire, d'extrême droite, pour parler très largement en France, d'écrivains, d'intellectuels, de partis politiques qui avancent toujours le droit de critiquer Israël pour, en fait, partir d'opinions antisémites, toute proportion gardée. C'est un peu ce qui se passe aussi avec l'islam. Vous avez quantité de gens authentiquement racistes qui se parent de l'argument recevable, acceptable de l'islamophobie pour en fait propager malheureusement un racisme qui est fondamentalement anti-arabe, mais qui ne veut pas dire son nom. Et donc la controverse a eu lieu là-dessus, elle est complexe aussi. Si Emmanuel Macron l'a voulu, c'est aussi parce que les rapports entre la France et Israël ne sont pas au beau fixe et que d'une certaine manière, c'était une façon de compenser les difficultés que par ailleurs les relations des deux pays rencontrent. D'ailleurs, c'est pas une loi, c'est une résolution. Non, c'est une résolution. Ce n'est pas une loi, c'est une Exactement. résolution et qui répond à un climat typiquement français ou européen. C'est-à-dire cette critique d'Israël à travers un mot qui est l'antisionisme, alors qu'au fond, d'une manière parfaitement, j'allais dire, honnête et franche, on peut tout à fait critiquer la politique d'Israël en disant, par exemple, qu'Israël est un État colonialiste, qu'il colonise des territoires palestiniens, qu'il pratique, même si c'est pas institutionnalisé, des politiques racistes à l'endroit des Palestiniens. Vous voyez que des mots suffisants pour désigner l'attitude d'Israël sont présents. Et, en quelque sorte, revenons à la source, c'est-à-dire que autant l'antisionisme, à l'époque de la création d'Israël, a un sens. Pour ceux qui disent non, ça n'est pas possible, on ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? Si ça veut dire rayer l'État d'Israël, alors là, effectivement, on est dans le révisionnisme. Si ça veut dire combattre la colonisation... Justement, comme vous l'avez dit, il y a révisionnisme, il y a aussi un terme pour cela, du coup. Oui. Est-ce qu'il fallait forcément rajouter antisionisme et le lier surtout à l'antisémitisme on est sur une autre affaire qui touche justement les gens dans leur vie, parce que quand on parle d'antisémitisme, c'est un crime, clairement, nettement. Et est-ce qu'il fallait forcément y associer l'antisionisme ? La question s'était posée, en tout cas, pendant ce débat. Dans un monde où tout le monde serait intellectuellement honnête, vous auriez raison. Ce qui n'est pas le cas. On pourrait faire la différence, effectivement. Encore que je le maintiens, antisionisme aujourd'hui, c'est difficile, je ne vois pas ce que ça peut vouloir dire, mais on pourrait le maintenir. Mais vous avez raison, c'est qu'il y a d'autres manières de critiquer de toutes les manières sans pour autant... Je pense que le terme de colonialisme israélien est un terme très fort et qui décrit bien la réalité. Antoine, Benjamin Netanyahou est sous pression, lui, aujourd'hui, en Israël. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le président va aussi rencontrer son rival, puisque, justement, il y a toute cette incertitude sur les élections. Ils n'ont pas réussi à former un gouvernement. Mais en tout cas, lui, plus précisément, est sous pression, puisqu'il est inculpé pour corruption dans une série d'affaires aujourd'hui. Oui, il est poursuivi dans 3 affaires. On ne sait pas quand le procès commencera encore. Il est trop tôt pour le dire. Mais évidemment, c'est une énorme épine dans le pied pour lui. Alors que l'on approche d'un 3e scrutin en moins d'1 an. Ce sera le 2 mars que les Israéliens vont devoir retourner aux urnes. Alors, c'est une épine dans le pied. Ce n'est pas forcément la seule, dans le sens où, avant même d'être inculpé, il n'avait pas réussi à former un gouvernement. C'était en avril dernier. Il avait dû renoncer. La Knesset avait été dissoute. On était reparti pour un second tour en septembre. Et là, il n'était toujours pas inculpé, mais son nombre de sièges avait baissé, il avait reculé, et donc évidemment, il est assez inquiet du fait que cela puisse continuer pour le prochain scrutin du 2 mars. Mais là où il a une chance finalement, Benjamin Netanyahou, c'est que en face de lui, Benny Gantz, son principal challenger, qui fait des résultats importants, mais qui n'arrive pas à avoir des alliés pour former une coalition et donc dépasser ce seuil fatidique de 61 sièges qui permettrait d'avoir une majorité à la Knesset, qui en compte 120 donc, et donc de pouvoir former un gouvernement. C'est donc une situation extrêmement délicate pour Benjamin Netanyahou, et surtout la plupart à la fois des Israéliens et des experts, des observateurs que nous rencontrons, avec qui nous parlons, nous disent le problème, c'est qu'on a certes un 3e scrutin, mais qui nous dit que nous n'allons pas en avoir un 4e, parce que concrètement on ne voit pas d'un côté comme de l'autre une issue se dégager dans les prochaines semaines. Gauthier, Emmanuel Macron a finalement donc confirmé qu'il allait se rendre à Ramallah. À ce propos, où en est le processus de paix au Proche-Orient, surtout dans un Proche-Orient où la France semble peser de moins en moins aujourd'hui? Oui, la France, c'est pas une nouveauté, pèse de moins en moins. Elle ne peut peser qu'avec une Europe qui soit politiquement cohérente et unitaire. Et ça aussi, c'est un problème. Donc, notamment vis-à-vis, c'est pas la seule question, mais dans la question du Proche-Orient et de la guerre, du conflit israélo-palestinien. Là où
repose des difficultés. C'est que d'une part, on a, et c'est ce que vient de décrire Antoine, une situation politique israélienne extrêmement délétère, où Benjamin Netanyahou, ne forçant sans doute pas son naturel, et dans le mouvement qui consiste à durcir les termes, à fédérer l'extrême droite autour de lui, parce que c'est un peu de la sorte qu'il peut espérer sortir clairement vainqueur d'une troisième élection. Et donc, tout ce qui relève du dialogue ou du partage d'objectifs avec l'autorité palestinienne est réduit quasiment à zéro. Idem de l'autre côté. On a un système qui est profondément sclérosé autour de Mahmoud Abbas. Je vous rappelle qu'il n'y a plus eu d'élection depuis 2006. Alors, il est question qu'il y en ait, mais enfin, ça donne l'idée de cet encroûtement de l'autorité palestinienne. Puis il y a division du côté palestinien. Alors, il y a division aussi. Le Hamas, justement, a surpris Mahmoud Abbas en disant qu'eux étaient parfaitement prêts à se soumettre à une élection, qu'ils pensaient pouvoir en tirer des bénéfices. Mais pour le plan dont vous parliez, ce qui est patent, c'est que l'idée d'un plan avec deux États est de moins en moins approuvée, aussi bien par les Palestiniens que les Israéliens. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est quelque chose qui envisage, si vous voulez, à la fois de poser clairement les problèmes de transfert de population s'il doit en avoir, et ça sera aussi compliqué de faire renoncer les Palestiniens à la loi du retour que des Israéliens à certaines colonies, et c'est la raison pour laquelle de plus en plus il y a une autre solution qui est mise en valeur par certains des deux côtés, c'est celle d'une confédération qui est compliquée, qui est complexe, mais qui présenterait l'avantage par rapport à la solution des deux États de ne forcer aucun à bouger des points, des endroits, des villes et des villages où ils se trouvent. Merci beaucoup Gauthier Rébinski pour toutes ces explications. Merci Antoine d'avoir été avec nous depuis Jérusalem, où il me semble que la météo n'est pas très clémente avec vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette première partie. On reste en place, on revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.